vous avez vu, il y a des Africains, eux, pour faire passer leur culture, ils chantaient, ils dansaient. Donc ça continuait. Les autres, ils croyaient que c'était des danses, que c'était que... Mais non, ils faisaient passer leur culture. C'était pareil aussi pour nous. Et comme les clans, ils étaient toujours concentrés, donc l'oralité, elle a continué à se faire. Et après, il y a une chose, c'est que nous, on a une tradition coutumière. C'est-à-dire quand on fait des mariages, c'est coutumier, c'est clanique. Donc quand on vient et puis on dépose les offrandes pour le mariage, en fin de compte, on retrace, chaque vieux retrace sa position clanique. C'est toujours comme ça. Et c'est maintenant qu'il faut que nous, on arrive à maîtriser, en fin de compte, l'identification de ce qui nous appartient, pour qu'après, on peut continuer à le dire, mais seulement ce sera archivé et personne ne pourra plus venir dessus pour dire non, c'est pas ça, c'est pas ça. Après, il y a une chose, c'est que chez moi, dedans le territoire de ma commune, il y a 13 clans dignitaires terriens. Là, à l'heure actuelle, j'ai fait 6 cartographies. Et les clans d'ici, et les clans limitrophes, ils connaissent les limites. Mais la cartographie, c'est seulement physique, topographique, ou il y a cartographie culturelle tout est à l'intérieur. Parce que le truc, c'est qu'il y a le cadastre occidental colonial avec les maisons, mais nous, on ne s'occupe pas de ça. Nous, c'est la carte, le territoire général. Après, le tertre. Le tertre, c'est là où il y avait les cailles. Parce que nous, nos ancêtres, ils vivaient en nomadisation sur leur propre endroit. Donc, c'est comme ça qu'on identifie. Après, il y a les cailloux sacrés. Les cailloux sacrés, c'est que chaque clan a des endroits sacrés. Et ça, dans la déclaration de droits des peuples autochtones, il y a un article qui reconnaît la relation spirituelle des autochtones avec leur terre. Donc nous, on l'identifie sur la cartographie. Et il y a d'autres clans ne peuvent pas dire que c'est à eux, parce que c'est à nous. On l'a identifié. Et la terre n'est pas à nous. C'est nous qui appartenons à la terre. La terre n'est pas à nous. Nous, on est là, on passe. Nos ancêtres nous ont été des gardiens de la terre, ils ont été là aussi. La parole, c'est accueillir, accueillir. Donc nous, on doit continuer comme ça, mais là, on ne garde que 25 hectares, donc c'est pas bon, quoi. Il faut qu'on sorte de ça. Est-ce que l'animisme, encore, c'est une pratique qui se fait? Oui, là, quand on fait nos gestes coutumiers, quand on fait notre travail coutumier, les offrandes et puis tout, ça c'est un culte des ancêtres, c'est l'animisme. Après, il y a l'animisme pur, et l'animisme pur, c'est par exemple, il y a un arbre. Par exemple, nous, notre clan, elle a un arbre, chaque clan, elle a un arbre, un caillou. Donc, quand on va vers cet endroit et qu'on fait une prière, parce qu'on doit prendre une écorce pour pouvoir nous protéger, eh bien, on est dans l'animisme. On est dans cette relation, même si on est habillé, c'est pas ça. Tout ça, c'est le que des apôtres, c'est l'esprit qui est important. Él quiere resumir. Ah, Breve. No, espera, es que yo ahora me perdí un poco en la última. La última pregunta era sobre el animismo, esta religión, si todavía la practican. Y él ha dicho que sí, ¿no? Que hay como un tipo, que está todo, que hay un animismo puro, digamos así, como más ortodoxo. Entonces cada clan tiene o un árbol, o una piedra, ¿no? Tenemos una relación muy estrecha con la naturaleza, que la naturaleza tiene... Sí, gracias. Entonces, pero bueno, lo hacen de manera pura y lo hacen de una manera como más incorporada en la vida cotidiana. Sí, porque esa es la práctica religiosa que ellos tienen en origen, pero luego los franceses llevan el cristianismo explica un poco de lo puro, de no puro, también por la mezcla de prácticas, ¿no? Lo bonito que ha dicho ahora también es que en el espíritu lo conservan todo, ¿no? Y yo digo, pues qué fuerte que es el espíritu, ¿no? Porque vaya machacada, ¿no? Y hay algo que está allí. También ha dicho una cosa preciosa, que la tierra no les pertenece a ellos. Y que están para acoger a lo que viene. Una pregunta. Antes decía que les juntaron los distintos clanes todos juntos y que tuvieron conflicto por ello. Porque bueno, también dentro de los clanes hay diferentes maneras y creencias incluso dentro de ellos mismos.
si ya han podido, al menos, antes de buscar consenso externo, si ellos mismos han podido unirse, hacer el primer ejercicio de unirse para poder trabajar conjuntamente con este proyecto. Pero han dicho que la carta es para eso. Elle demande si le conflit et la division entre les 4 clans, comment est la situation maintenant, si vous étiez déjà ensemble avec la... Non, tous ensemble. Là, pour le moment, on n'est pas... Par contre, le directeur de la DRAC, que vous avez vu tout à l'heure qui a parlé, il a reconnu notre travail de cartographie. Mais le problème, c'est qu'il ne veut pas le reconnaître officiellement. Parce que s'il y a des problèmes, j'ai dit, mais ce n'est pas un problème. Nous, on va nous-mêmes être nos propres cobayes. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, ça ne va pas marcher. Mais nous, on sait très bien que ça va marcher. Mais après, de là, il y aura toujours des personnes qui se rencontrent. Mais peu importe, parce que nous, il faut qu'on leur dise que ce n'est pas pour vous. Ça, c'est deux personnes dans le clan, c'est de l'égoïsme. Il faut penser à vos enfants. Et vos enfants, ils doivent vivre avec vos enfants. Parce que le sang, il est partout dans les clans. C'est ça l'objectif, c'est essayer de ramener l'équilibre. Mais le problème, il n'est pas réglé totalement. C'est pour ça qu'il faut qu'on s'active maintenant quand on est encore sous tutelle coloniale française. Bueno, él dice que su trabajo no ha sido reconocido oficialmente, que siguen trabajando, pero ellos siguen trabajando entre ellos, pero que tienen problemas en los clanes, pero son pocas personas, o sea, 1 o 2 en cada clan que están pensando, dice, egoístamente, o sea, están pensando en ellos, pero que ellos intentan trabajar para que la comunidad de los clanes entienda que esto es un trabajo no para ahora, sino para el futuro. Alors, si ça c'est pour le futur, pas pour maintenant, bueno, primero, o sea, yo le quiero preguntar que si todavía hay trabajo por hacer, ¿cómo se siente con este referéndum? O sea, supongo que si él pudiera elegir cuándo hacer el referéndum, ¿cuándo lo haría, ¿no? Entonces yo un poco le quiero preguntar... ¿Quién tendría que votar en este referéndum? Claro, si votan todos ellos en minoría, no les va... Sí, pero además es una minoría que aunque sean pocos todavía no se han puesto de acuerdo, no sé. O sea, lo pierden seguro. Lo pierden seguro si son solo 60.000 ellos. La población colonizadora es más amplia y entre ellos hay alguna división interna. Es un referéndum inútil. Alors, je me demande si vous allez en contre de ce référendum direct ou vous voulez avoir des conditions spécifiques sur le référendum et aussi si tu crois, si tu pouvais choisir toi-même comment on devrait faire le référendum et quand et qui devrait voter, ce serait comment? Si tu peux décider tout. Déjà, la semaine, quand j'étais aux Nations Unies, il y a l'ami Stéphane Pecorini, il est venu là-bas, j'ai dit, il faut que tu me fais 8 aptitudes pour que je passe. Et en fin de compte, je parlais du référendum. En disant que ce référendum, c'est pas pour nous. Et parce que c'est pas possible. 60 000 personnes, 200 000 là à côté, c'est pas possible. Il ne faut pas avoir été loin à l'école pour comprendre ça. Et donc, c'est ce qu'on entend ici, hors ce film, c'est pour que ça va passer sur les réseaux sociaux pour travailler la mentalité des jeunes. Parce que le problème, c'est qu'on va arriver en 2018, si ce référendum se met en place, et puis que si c'est non à l'indépendance, il y aurait un conflit. Pourquoi? Parce que depuis 5 ans, l'État français a laissé la vente des armes et des cartouches libres. Et avant, c'était très difficile. Maintenant, on va chez le docteur fait un certificat médical, tu vas là-bas, tu achètes tous les armes que tu veux, toutes les munitions que tu veux. Donc ça, c'est fait aux Nations Unies, j'ai dit que c'est pas normal que l'État français a laissé ça comme ça, alors qu'on va vers un référendum. Mais c'est pour que demain, c'est mettre en place la théorie du chaos chez nous, pour que demain, ils vont revenir, et vont dire comme ça, les Kanaks, ils ne sont pas matures. Ils n'arrivent même pas à comprendre qu'il y a des cartouches, il y a des autres ethnies qui sont là. Mais quand on pousse quelqu'un à la survie, quand il voit qu'en fin de compte, nos territoires se rétrécissent, automatiquement, on va vers la haine. On ne peut pas aller vers quelque chose de bon. Donc la chose, c'est que nous, on est maintenant dans un combat dans la non-violence, mais la vérité, il faut la dire. Mais le référendum, pour nous, ça ne peut pas se faire comme ça. C'est le peuple kanak, dans sa totalité, qui va voter oui ou non à l'indépendance. C'est lui-même qui est en droit de voter oui ou non à l'indépendance, ce n'est pas les autres ethnies. Eux, ils ne peuvent pas voter, c'est pas possible. C'est les autres ethnies. Oui. Qu'est-ce qu'ils disent?
Ben, ils sont partagés. Pourquoi ils sont partagés? Il y a beaucoup de gens qui sont pour que la France reste là, parce qu'ils voient tout ce qui est mis en place par l'État français. Et il y a une partie aussi qui sont pour les Kanaks, mais le problème, c'est que le Front Uni de Libération Kanak Socialiste n'a pas de projet clair. Comment on fait à partir d'aujourd'hui, quand on va partir, comment est la transition, comment on va vivre demain dedans l'indépendance, quel sera le statut des terres, comment il y a toutes ces choses-là qui sont pas faites. On n'a pas de docteur, on n'a pas d'avocat, on n'a pas de... Donc, si on est indépendant, c'est la matière grise qui arrive de l'extérieur, qui va toujours utiliser toutes les classes au niveau institutionnel, non? Puisque l'État français et le FNKS n'ont pas fait des démarches depuis 1988 pour émanciper, avoir un programme global économique et d'émancipation en général, des Kanaks, des autres ethnies qui sont là avec nous. Tu crois alors que c'est un premier pas en fait, maintenant pour vous? C'est avance petit à petit, c'est un premier moment pour avancer pour vous, tous ces processus que se deviennent maintenant. Nous on est obligé d'avancer dans la résolution du conflit, parce qu'on sait très bien que si ça éclate, ça va mal se passer, donc on continue à le faire. Mais politiquement, il y a pas de... Vous êtes opposé alors al référendum? Nous, on est contre le référendum, on ne fait pas du référendum. Parce que c'est un référendum qui a été mis en place par l'État français. Et pardon, juste pour revenir dessus, c'est que quand ils ont fait ça en 88, ils ont signé les accords de Matignon. Il y avait Rocard, Jean-Marie Tjibaou pour le FNKS et Jacques Lafleur, un gros bonnet de la droite locale. Et lui, tout son argent, ça vient des montagnes de nickel de chez nous. Il a monté toutes ces sociétés. Et la chose, c'est qu'en 2014, on devait avoir le premier référendum. Et ce premier référendum, il fallait qu'au Congrès, c'est-à-dire le Congrès du territoire, il fallait que le FNKS ait 3/5 des sièges. Mais comme ils ont perdu les élections, ils ne pouvaient pas avoir les 3/5 des sièges, donc ils ne pouvaient pas faire passer le référendum. Donc ils ont fait repousser jusqu'en 2018. Et après 2018, si ça ne marche pas, il y a 2023. Mais je ne pense pas qu'on va avoir en 2023. En 2018, ça va marcher, c'est pour moi, parce qu'il y a des jeunes, nous, on a grandi dedans le militantisme politique. Mais maintenant, il y a des jeunes qui sont désacculturés, ils vivent dans la capitale, ils crient Kanaki comme ça, mais ils n'ont pas de conscience politique. Et c'est ces jeunes-là, demain, qui vont être vraiment, c'est comme des bombes ambulantes qui marchent comme ça. Et une chance que nous, on a été colonisés par le christianisme, si je peux dire ça comme ça. Parce que si c'était l'islam qui est arrivé chez nous, il n'y aurait plus de Français là-bas chez nous. Ça, c'est sûr et certain. Mais ça, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Parce que voilà, c'est comme ça. Okay, Si yo on... te traduí un poco. Intenso. Bon, él dice que el pueblo kanak que se oponen al referéndum porque el referéndum en este momento no sirve a nada. Es un referéndum político, no tienen representación, son minoría, por lo tanto no tiene sentido para el pueblo kanak. Ellos dicen que lo que les interesaría sería efectivamente que el pueblo kanak y no toda la Nueva Caledonia, no todos los habitantes de Nueva Caledonia, que son muchos más los colonos que los autóctonos, que los autóctonos votaran entre sí qué es lo que quieren. Si quieren realmente independizarse como colonia francesa o no. Eso por ahí dice que puede ir el camino, pero que están en un primer paso y que además tienen otro problema mayor, es que la Francia hoy día ha dejado el tema de las armas. Comprar armas hoy día es muy fácil al interior de la Nueva Caledonia, ¿no? Una ley que si te dan un certificado médico que aprueba que estás mentalmente normal, puedes comprar un arma. Y eso él lo ve como un peligro porque eso puede generar focos de violencia, sobre todo porque hay gente que son kanak o que están en la ciudad, que ya están fuera de la cultura kanak, de los clanes, que están aculturizados, dice, pero que están radicalizados por la lucha por la independencia, puede generar un conflicto de violencia. O sea que podría ser, generar, digamos, este referéndum puede generar, y que lo que él cree que Francia quiere es que genere justamente confrontación violenta, porque de esa manera también lo pueden aplacar muy fácilmente. Y hace una broma finalmente que dice que bueno, que ellos fueron colonia francesa y conquistados por el cristianismo, pero que si hubiesen sido musulmanes en este momento no habría ningún colono.
hace el chiste. ¿Ningún colono o ningún francés? Ningún francés. No, colono, bueno, sí. Colono, digo. Bueno, No, es igual. es igual. Pero bueno, ¿alguien quiere hacer una última pregunta? No sé si pregunto, pero no sé cómo que el Consejo final de cómo el Congrès puede ser ayudado. Déjà, nous, on n'a pas de bureau dans le pays, donc on n'a pas de structure. Donc ça, c'est déjà une chose qu'on veut avoir, parce que si on a une structure dans la capitale, c'est là où les gens peuvent nous retrouver. Vous avez vu tout à l'heure, il y a un monsieur qui a parlé, il s'appelle Don. C'est un PDG de la grosse multinationale. Oui. Lui, il nous doit une villa. Oui, toi, oui. Il nous doit une villa. Il va les construire? Non, ça fait déjà 7 ans, parce qu'on a défendu un problème chez moi, parce qu'ils ont une mine chez moi. C'est cette mine-là qui a permis de construire l'usine du Nord. Et le problème, c'est qu'il y a des autochtones qui se sont autoproclamés à la dignitaire terrien et chefs. Ils sont rentrés dedans, ils ont bloqué le... Mais seulement, c'est des clans limitrophes. Ceux qui sont sur ces terres-là, c'est mes cousins germains. Donc j'ai dit, écoute, on ne va pas laisser ces gens-là raconter n'importe quoi, on est rentré dedans et il est resté une semaine. Une semaine, après, ils font dépôt de bilan, la société, elle tombe. Et donc on a été là-bas, moi c'était plus pour faire sortir le plan, pour le faire reconnaître. Et donc on a été appelé par Don et il m'a demandé 3 fois, qu'est-ce que vous voulez? 3 fois, Monsieur Chaud, qu'est-ce que vous voulez? 3 fois comme ça, et puis j'ai dit, je veux un bureau ici dans la capitale, mais c'est une villa que je veux, avec tout le matériel informatique. Il m'a dit, je vous promets, c'est avec mon argent ou l'argent de la société que je vais vous payer. Et après il m'a dit, vous avez un fils? J'ai dit, oui, j'ai un fils, envoyez-le moi, comme ça, mais mon fils il n'a jamais été, quoi, assez compliqué. Mais jusqu'à maintenant, il n'a pas payé la villa, mais ce n'est pas un souci, bon, on va pas s'attarder dessus. Mais le problème, c'est ça, c'est qu'on n'a pas de structure pour pouvoir se canaliser avec tout le monde. Mais sinon, quand on va dans les tribus, on a nos endroits pour dormir, tout ce qu'il faut pour manger, et on fait notre travail d'information. Et les pauvres canards, c'est 60 000? Oui, sur les 200, au niveau de la population. Après, il y a 50% c'est catholique, 20% c'est protestant, et 1,7% c'est islam sunnite. Mais eux, c'est ceux qui ont été déportés d'Algérie. Pendant la révolution, ils ont exilé là-bas chez nous. Vale. Aparte de perseverancia y paciencia, él está aquí para dar este manifiesto, pero ¿qué es lo que necesitan estando aquí? Que lo escuchemos, que se sepa la presencia de Caná, de su cultura, o cómo se puede ayudar también, ¿no? De cierta manera. Comment est-ce qu'on peut t'aider? Comment est-ce qu'on peut vous aider? Qu'est-ce que a ti te interesse de nous, en fait? O sea, te interesse, tu nous transmets ton histoire, ton problématique, ton lutte, voilà. Et elle te demande, et vous, et toi, qu'est-ce que tu as besoin de nous? Qu'est-ce que vous nous demandez alors, pour exemple? Oui, mais déjà ce qu'on fait là, c'est déjà une grande chose de pouvoir parler de notre travail. J'étais aux Nations Unies, c'était une opportunité de venir là. Je vais parler déjà, comme je disais tout à l'heure, une dame que chacun de vous va être une personne ressource. Chez nous, il y a ce qu'on appelle des Bernard l'ermite. C'est juste une petite... Les Bernard l'ermite, c'est un petit coquillage qui vit au bord de mer. Et il y a un oiseau, ça s'appelle le martin pêcheur. Donc le martin pêcheur a dit au Bernard l'ermite, on fait une course. On fait une course du bout de la Calédonie jusqu'à l'autre bout. Et il y a 3 points. Celui qui arrive avant, il faut crier, je suis là. Et le Bernard l'ermite a dit, d'accord, on fait la course. Et le truc, c'est que, dans la logique, c'est que l'oiseau est obligé d'arriver avant. C'est normal. Mais le problème, c'est que, le problème pour l'oiseau, c'est que les Bernard l'ermite vivent côte à côte comme ça, tout le long de la mer. Donc c'est la parole qui est partie. Et il est arrivé avant l'oiseau là-bas. À chaque fois, il arrive avant l'oiseau. Donc quelque part, c'est ce que on fait. La parole. Après, voilà, si je peux trouver des grandes personnes qui ont ce qu'il faut pour pouvoir nous financer, ça, normalement, ça devait se faire. Ou des organisations non gouvernementales
Mais seulement ils disent que nous, comme on est un pays français, on est trop riche. Donc ils ne donnent rien. Ça fait que voilà, on reste dans cette situation-là. Mais peu importe, ce n'est pas l'argent et le nerf de la guerre, mais c'est l'esprit et puis notre combativité qui fait que les choses vont avancer. Et hier, j'ai participé à une conférence, vous allez rappeler le nom du monsieur, mais je me suis, dans tout ce que lui il a dit, je me suis retrouvé dans ce qu'il a dit. Mais seulement, je me suis retrouvé dedans parce que nous, on a notre propre stratégie autochtone. Si on n'avait pas notre stratégie, je ne vais pas comprendre ce qu'il était en train de dire. Mais hier, tout ce qu'il a dit, ça se complète avec ce que nous on fait. Donc c'est... Bueno, ayer estuvimos con Enrique Dussel en la conferencia que dio en Geisha Forum y se habló mucho de decolonización y se habló mucho de los pueblos autóctonos y se habló mucho, digamos, del derecho de... Él dice, nosotros somos un pueblo autóctono y tenemos el derecho a tener nuestra propia autonomía, nuestra propia determinación. No, Pero que si no llegan a tenerlo, ¿no? Lo que dice es que gracias a que él tiene su propia metodología, pudo entender lo que Dussel decía, si no hubieran tenido nada. Y que se encontró en su trabajo en lo que hace Cristo. Sí. Que se encontró en su trabajo, o sea que él se encontró en Que lo se que encontraron. Se reconocieron, se reconoció, sí. Bueno, Dernière question de le drapeau que tu as mis là-bas, Oui. les dessins, qu'est-ce que c'est? ah, sí, les drapeaux. Oui, les couleurs, le bleu c'est le ciel et l'océan, c'est les couleurs universelles. Avec le vert c'est la nature, le rouge c'est la couleur du sang, parce que quel que soit là où on est, le sang il a la même couleur. Et après le jaune c'est le soleil. Et ce drapeau, sans la case, c'est le drapeau FNLKS, donc parti politique, ils n'ont pas la case. Nous on a mis la case parce que chaque poteau qui sont à l'intérieur de la case, tous les poteaux qui sont en bas, c'est nous, les clans dignitaires terriens. Après, il y a les traverses, c'est les chefs coutumiers. Après, tu as le poteau central, c'est le grand chef. Donc cette case représente notre structure hiérarchique coutumière dans chaque territoire. C'est ce qu'on veut remettre en place, reprendre sa souveraineté et après essayer d'avancer. Bueno, un poco historia, ¿no? O sea, poder entender un poco las otras problemáticas. Al final son las mismas problemáticas. Tú sabes, tú eres de México, él es de México. Monterrey. Una ciudad del Golfo, la cuna del petróleo de México, a 5 horas de Monterrey, los Big One. ¿Qué haces? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Qué trabajas? Tengo un proyecto de televisión cultural, viajo por el país documentando temas que tienen que ver con antropología, fiestas patronales, problemas de resistencia, naturaleza, abordajes diversos. Te voy a conectar con una televisión cultural que hay en Chile y te voy a mostrar un proyecto que hay de televisión autónoma en Chile que lleva muchos años, que es un canal de televisión libre. Me encantará. Tengo que trabajar un poco esa línea. Yo ahora voy a Chile en noviembre, ahora me estoy trabajando con el gobierno de Chile, me contrataron para hacer una asesoría pero ¿En qué fechas vas? Voy en noviembre, pero podemos hacer una serie de hay cosas muy interesantes en términos de proyectos autónomos. Esta televisión me interesa mucho, yo trabajé con ella cuando hice una
un proyecto comisariado en un museo sobre un proyecto curatorial sobre ciudadanía en Chile, y entonces los contraté a ellos para que hicieran la comunicación y trabajé con ellos. Pero ellos son históricos, o sea, ahí ese proyecto es interesante como una televisión surge de una comunidad sin recursos y cómo esta gente ha logrado sobrevivir por años en dictadura, después ahora en democracia, en Chile. Televisión comercial, televisión basura. Y ellos tienen ya sobrevivir en una antena y bueno, es súper Muy interesante por no, y es grande. Y luego ellos han enseñado a otras comunidades y a las comunidades indígenas de Chile a hacer televisión libre también. Por eso a lo mejor te puede interesar el ejemplo, ya que te investigas y te interesa, digamos, como televisión cultural, te puede interesar cómo se puede hacerse comunicación hoy día desde otros lugares. Claro, no, por supuesto me interesa. En México conozco proyectos de radio comunitaria que son muy interesantes, pero de televisión no había escuchado, me parece sumamente No, ahí hay uno que es ejemplar, yo los adoro, y a lo mejor sería súper interesante si un día vayas a conocerlo, porque están metidos en una comunidad climática de resistencia en Santiago de Chile. ¿En qué comuna? En comuna Pedro Aguirre Cerda, y están metidos en la población La Victoria. Te mandaré el link. Será muy interesante. Es súper bonito. He estado un par de veces en Santiago. Tenía intención de ir justamente en noviembre, no sé si pueda, a un congreso de ecología política que va a ser en Santiago, en Atacama. Que te puedo conectar con más gente de Chile. En Valparaíso también proyectos sobre temas de territorio. Hay un experto en comunicación que trabaja en Valparaíso también en temas de ciudadanía, que es periodista, pero es catalán, pero lleva 30 años viviendo allá. Sí, pero bueno, hay cosas allí muy interesantes que pasan, porque también yo los mapeo porque son un tema. Claro, lo tienes muy claro, sí. Entonces, nada,